Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 décembre 2019. Alors, je vous raconte très brièvement la petite soirée qui s'est tenue ici à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, consacré à Arcane 17 d'André Breton. Non pas un documentaire, mais un film récit, un film collage, un film hommage, un film d'amour, consacré donc à Arcane 17 d'André Breton, fait par Yves Chérif. Alors c'était extraordinaire. Il est dans le dernier droit de son travail. Il est en train de le monter pour le présenter en 2020. Alors il nous a fait le bonheur, l'honneur et le plaisir de nous convier ici à l'atelier librairie pour une séance. Alors ça a été merveilleux. Et pour ma part, je pratique breton depuis l'adolescence. 3 des plus grands livres de la littérature française ont été écrits par lui. L'amour fou, Arcane 17 et Nadja. Alors voilà, il a interrogé des gens qui ont étudié son œuvre, il a interrogé des alchimistes, des spécialistes du tarot. C'est vaste, André Breton, parce que Breton voulait tout. La liberté, l'amour, la poésie. Et 3 des grands axes de la philosophie bretonienne, si je peux dire, tournent autour de 3 grandes figures intellectuelles. Hegel, qui croyait qu'il y avait une finalité à l'histoire. Marx, qui considérait les rapports économiques comme étant déterminants dans les relations sociales. Et enfin, Freud, qui, qui, qui a compris qu'il y avait un travail de l'inconscient, qu'une bonne partie de nos actions étaient motivées par des motifs secrets et que nous devions d'entrer dans ces motivations-là, de faire un effort de réflexion. En ce sens-là, la psychanalyse demeure opérante. Évidemment, c'est Bernanos qui disait que ce monde moderne-là refuse la vie intérieure. Et nous sommes dans une époque, vous savez ce que j'en pense, nous sommes dans une époque petite bourgeoise, une époque calculante, une époque raisonnante, une époque de chichiteuse qui manque de générosité. Je vais peut-être vous lire un passage de le cours, de Pise d'Emmanuel Ocar, où il prélève quelques-unes des sentences tirées du Tractatus Logico-Philosophicus et du livre brun et du livre bleu de Wittgenstein, parce qu'il a donné des cours de création, Emmanuel Ocar. C'est aussi un éditeur. Il est mort en début d'année, il est mort en 2019. Moi, je le connaissais de nom. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés aux éditions Paul. J'avais une vague idée de qui il était, et je vais vous avouer que j'en ai toujours encore une vague idée, même si j'ai bien parcouru cet ouvrage-là, Le cours de Pise. Mais c'est merveilleux parce que il dit des choses là-dedans. Il dit même un livre, je donne un exemple. Un livre de... On peut faire un livre avec 2 pages. 2 pages, eh ben, c'est un livre. 2 pages pliées, on marque livre dessus, et c'est un livre. Et quand on pense aux fragments d'Héraclite ou aux quelques phrases qui nous sont parvenues du Christ, hein, papyrus, pas le papyrus, mais non pas le papyrus, mais vous voyez, le nom m'échappe, les fragments d'évangile de Matthieu, si je ne m'abuse, qu'on a retrouvé il y a quelques décennies, quelques phrases, là, quelques mots même. À partir de quelques mots, on peut bâtir une bibliothèque de plusieurs millions de livres. Hein? J'ose pas imaginer le nombre de livres qui ont été publiés à la suite des quelques sentences, des quelques phrases qu'on attribue au Christ ou aux fragments d'Héraclite. Alors, on peut donc admettre l'idée, sans trop se tromper, que 2 pages, c'est suffisant pour faire un livre. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Allô, bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, je viens voir si vous avez un grand classique de
Tolstoy. Lequel? Guerre et paix. Je ne sais pas, je vais regarder. Et, on dirait qu'il l'a pas. Ah! Non, mais ça part vite, Tolstoy. Sans blague? Ouais, ça part vite. Ah oui? Ouais. Moi, je l'ai jamais lu. Mon chum, il dit ah! Allez, on va chercher ça pour Gabriel. Alors là, j'ai dit oh boy. C'est vous, Gabriel? Non. Ah bon, d'accord. Gabriel, c'est mon fils. Ah bon? Qui est un jeune homme en théâtre. D'accord. Puis alors- Je lis souvent, cependant. Ben non, mais c'est ça qu'il dit. Là, c'était juste comme, tu sais, commencer le 23 décembre, on est rendu dans le, Ouais. Eh bien, je ne dans l'ai le pas. fignolage. Ouais, je comprends. Je ne l'ai pas. C'est joli, qu'est-ce qu'elle fait, Fabienne Rock? Ouais, c'est mon épouse. Ah, c'est joli. Ah ouais, c'est bien. Ben oui, elle fait ça comme d'un trait continu, hein, dans le fond. Quasiment, ouais. C'est tiré d'un livre qu'elle a fait avec un psychiatre, psychanalyste, Jean-Charles Crombé. Livre qui est sorti en juin cette année. Jean-Charles Crombé. Ok. Moi, qui est le créateur de la méthode ECHO, entre autres. Ouais. Vous le connaissez, ouais? Ouais. Bon, ben écoutez, Oui, je connais ça. vous savez tout. Non, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ben non, je sais pas tout en tout. Vous savez l'essentiel. Mais je connais ça parce que je suis un humble médecin de famille. Ah, d'accord. Alors, c'est ça. Fait que la méthode éco, je sais de quoi il D'accord, retourne, d'accord. Ça marche bien. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Entrez pas là, parce que vous allez vous retrouver dans ma vidéo, Ah non, à moins que non, vous y j'aimerais tenez. Bon, ben écoute, c'est parce que là, tout d'un coup, je fais une visite de galerie d'art, mais c'est ça, c'est un lieu multi... Ouais, parce qu'il y a l'atelier de Fabienne, là, qui est au bout de la librairie. OK. Puis on organise régulièrement Des événements, hein, des c'est événements, ça? ouais, des conférences, des lancements de livres. Et vous pouvez aller voir, on a fait une conférence avec Jean-Charles Crombé et Fabienne Oui, sur le livre, là, S'il te plaît, dessine-moi une psychanalyse. sympathique. Moi, Je vais regarder ça au bout. Ben oui, certain, je veux dire, Oui, ça madame. m'intéresse, oui. d'accord. Alors, ben au plaisir, parce Ben, merci. que je suis venue quelques fois, puis je reviendrai. D'accord, Ok, merci, merci. ciao. Au revoir. Merci à vous. Ça, c'est du Godard, hein? Hein? Ça, c'est du vrai Godard. On laisse les choses se faire, se créer toutes seules. Je sais pas si j'ai envie de dire que je sais c'est qui m'a fait un commentaire extrêmement désagréable sur ma chaîne YouTube, mais j'ai reconnu le style, c'est ça aussi savoir lire. Je savais que c'était quelqu'un que je connaissais, je le savais, et j'y reconnaissais là son esprit... il souffre, beaucoup de souffrance. Je lui souhaite pour 2020 de moins souffrir. Ouais, de moins souffrir. Mais certains êtres ont pris tellement l'habitude de souffrir et de faire souffrir les autres, surtout. Ça va ensemble, hein? On souffre, on fait souffrir les autres. C'est comme une sorte d'équation naturelle. Alors, je lui souhaite de moins souffrir afin qu'il fasse moins souffrir les autres. Mais qu'il se rassure, il m'a pas fait souffrir. Pour donner la mesure de ma contrariété, un maringouin dans une tente. C'est fatigant, mais un bon coup de journal enroulé, là, paf! Et c'est terminé. Le maringouin est passé à un autre niveau de conscience. Mais quand même, il faut avoir du temps à perdre. Hein? Ouais, mais j'avais envie de dire, ce matin, il y avait une autre phrase qui me venait en tête, c'est... des gens qui se plaignent, on ne peut plus rien dire. Ça tombe bien, on n'a rien à dire. Bon, alors peut-être je vais vous lire un passage ou pas. Mais j'ai tenté ce que je vais vous raconter, c'est parce qu'à la suite de la soirée consacrée à André Breton, bon, il y avait un vin qui était offert par Yves et on en a bu. Moi, il suffit d'une gorgée ou deux, puis ça y est, mon esprit se met à pétiller, pour ne pas dire s'emballer. Alors j'ai tenté de faire pleurer mes deux amis, Pierre et Frédéric, deux jeunes hommes brillants, avec un superbe avenir devant eux, mais qui gardent près d'eux la poésie, qui gardent près d'eux là, des recueils de poésie, parce que la vie, elle est extrêmement difficile. Et sans poésie, elle est, à proprement parler, impossible. Alors j'ai tenté de leur arracher des larmes. Ouais, mais en fait, moi, quand je tente d'arracher des larmes à quelqu'un, ça a l'effet contraire. Ça fait rire tout le monde. J'adore pourtant faire pitié. J'adore attirer l'attention sur ma misérable condition. Mais je n'y parviens jamais. Je ne réussis qu'à susciter l'hilarité. Alors, mais quand même, j'espère que vous allez vous montrer plus compatissant. Alors, je leur racontais, je leur demandais d'abord,
Parce qu'on parlait des Noëls. Quelle sorte de Noël on avait eu? Moi, j'ai passé pas mal de Noël dans mon bureau. J'ai toujours eu un bureau. Ma bibliothèque, si vous préférez. Et ma bibliothèque, j'ai toujours été entouré de livres. Enfant, ma chambre était pleine de livres. Ado, pleine de livres aussi. Puis après, quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte, j'avais pas 18 ans, ma petite chambre, qui était située sur la rue Prince-Arthur, dans le ghetto McGill, à côté de la librairie Worth, qui était ouverte déjà depuis peut-être 1 an ou 2. Et j'y allais de temps en temps. J'allais de temps en temps dans la librairie d'Adrian King and Worth. Donc, cette petite chambre-là était pleine de livres aussi également. Alors, j'ai toujours eu, et puis elle n'a, déjà depuis 40 ans, cette bibliothèque-là, n'a cessé de croître. Après ça, bon, vous connaissez la suite, je suis devenu libraire il y a plus de 27 ans. Je travaille à mon compte. Et donc, les livres n'ont jamais cessé de se multiplier dans mon existence. C'en est effarant. Et une sorte de prolifération, oui, dis-je, complètement insensée, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de livres comme j'ai besoin d'oxygène. J'en ai besoin. Et ma curiosité, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, n'a jamais, elle est inassouvissable. Et je suis même pas capable de cartographier toutes les zones d'inconnaissance qui sont miennes. Puis dans tous les domaines. Et en plus, en ce moment, l'être humain est d'une créativité inouïe d'un côté, et de l'autre, extrêmement chichiteux, petit bourgeois, paresseux, craintif. Je comprends, la vie est difficile, mais elle est même terrifiante. Mais avec la poésie, on peut prendre son envol, hein? On peut se mettre sur le plus haut promontoire. Le langage nous permet d'exister. Alors, je racontais, me demandais, bon, j'ai passé des Noëls, mais j'ai passé beaucoup de Noëls avec un ami. Voilà. Et qu'est-ce que nous faisions dans ce bureau, bibliothèque mien? Eh bien, nous fumions des pétards. Bon, moi, j'en ai fumé pas mal dans ma vie, mais ça fait déjà très, 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 très longtemps que je n'en fume plus. Je n'en fume plus jamais, jamais, jamais. Alors, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon, on connaît la suite, hein, Obélix. Mais l'esprit du cabotin, du tracker est toujours là. Hein, il est toujours là. Alors, nous passions donc toute la nuit à écouter Radio-Canada. Dans le seul but, enfin, on écoutait nos chansons de Noël, là, d'entendre la Charlotte prix Notre-Dame de Jehan Rictus, que je vais mettre en bas en lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Et une chanson incroyable. Puis Jehan Rictus, c'est un enfant qui est un enfant abandonné, un poète qui est né aux alentours de 1880, si je ne m'abuse, est mort peut-être 1870, 1930, quelque chose comme ça. Il recueillait les témoignages des clochards, des prostituées de Paris. Et il a influencé beaucoup Émile Coder, connu sous le nom de Jean Arrache, qui avait qui donnait une chronique radio assez cassée, où il se mettait dans la peau des pauvres gens, des travailleurs, des abandonnés, des parias de la société. Et Jehan Rictus, donc, a écrit des chansons, en enregistré quelques-unes, et interprété la Charlotte prix Notre-Dame, interprétée par Marie Dubas. Voilà. Bon, mais il va y avoir quelqu'un d'autre encore. Godard se poursuit. Bonjour. Bonjour. Cherchez-vous quelque chose? On n'est jamais rentré. Vous êtes bienvenue. Voilà. Je vous laisse regarder. Je suis en train d'enregistrer une petite vidéo. Alors, vous savez, les livres pour enfants sont là. J'en ai là. Génial. J'en ai là ici. Puis j'en ai là. Super. Et les piles qui sont là, c'est des acquisitions récentes. Ok. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des livres récents. Ouais, mais On se c'est- comprend? Si on veut Oh, si on est Ça, c'est habitué, pour- on sait que les nouveaux sont là. maman, c'est pour Raphaël, le roman policier. Encore trop petit, tu sais. Alors donc, nous passions, vous disais-je, excusez-moi pour cette petite interruption, nous passions donc des heures à écouter la radio dans l'espoir d'entendre cette fameuse chanson qui généralement passait en plein milieu de la nuit.
Et là, c'est un grand moment de triste extase parce que ça arrache des larmes, cette chanson-là. C'est bouleversant. Et là, ben, on était contents. On pouvait... notre nuit de Noël était enfin, avait atteint son paroxysme. Quel triste paroxysme quand vous allez l'écouter, la chanson en question. Mais cet ami-là, que j'ai perdu de vue, était le... faut que je vous dise un certain nombre de choses sans dévoiler son identité. Alors, je vais marcher sur des œufs. Il était le fils d'un comédien très, très, très connu qui a joué dans des films québécois d'une grande importance, des films qui ont marqué l'histoire du Québec. Un cinéaste, n'en dirait pas davantage. Et lui-même, ce jeune garçon, avait été d'une certaine manière abandonné par ses parents. À 12-13 ans, il vivait seul. À 12-13 ans. Pas drôle, hein? Je les ai fait fuir. Rendu, je fais fuir les clients. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ouais, non, ils sont de retour. Non, en tout cas, je réussis à faire fuir mes clients. Ça, il faut le faire. Mais de toute façon, hein, suis-je encore un libraire? Hein? Bouquiniste, comme on me disait il y a quelques jours, c'est pas vraiment la gloire. Alors, c'est sûr que ma carrière étant ce qu'elle est, je peux continuer très, 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 très longtemps à vivre dans la non-gloire. Alors donc, cet ami-là s'était retrouvé à 12-13 ans, littéralement abandonné, dans un appartement dans Outremont. Voilà. Mais abandonné, de temps en temps, ses parents débarquaient pour lui laisser de la nourriture, et lui, il vivait, mais vraiment seul. Là. Puis pourtant, il y avait plusieurs frères et sœurs. Mais à 12-13 ans, il allait à l'école tout seul, il se faisait ses lunchs tout seul, il bouffait tout seul, dans un appartement sombre, les rideaux étaient toujours tirés, et c'était un bordel absolu. Vous imaginez un garçon de 13 ans, 14 ans, hein? Déjà à cet âge-là, on n'est pas des fous du ménage. C'était incroyable comment c'était sale. Mais par contre, moi j'y allais souvent, nous étions libres. Libres, mais libres d'une liberté presque indécente. Mais cet ami-là avait eu des rôles ici et là, au théâtre, à la télévision, au cinéma. Enfants, des rôles là, d'enfants. Et il avait interprété un ange. Je ne sais plus où, puis même si je le savais, je pense que je ne vous le dirais pas. Hein, pour préserver son identité. Et il avait hérité donc de ce costume d'ange qu'il avait dissimulé sous son lit. Mais le costume d'ange tombait en morceaux. Il se mêlait avec ce qu'on appelle les amas de poussière, les minous. Alors il se détériorait, il tombait en miettes. Alors, de temps en temps, on allait jeter un œil sur l'état de détérioration de son costume d'ange. Et je pense que secrètement, lui et moi, on y voyait une sorte de métaphore de son abandon d'enfance. En fait, c'est un ange que les parents avaient abandonné, je dirais. Moi-même étant le fils d'un poète, lui était le fils d'un comédien, on avait un troisième ami, qui lui était le fils d'un peintre. Mais un peintre également qui s'était pas du tout occupé de son fils, qui l'avait confié à sa mère. Alors, il était élevé par sa grand-mère. Ça, je pouvais comprendre ça. Moi, ayant été élevé également en partie par ma grand-mère, et cette grand-mère-là lui passait tout à ce garçon-là. Un peu comme moi aussi. Et nous étions 3 amis qui vivions l'abandon de notre père, ça assurément, et un peu de notre mère, pour ce qui est des 2 autres.
Alors, et pourtant, les trois, on avait plein de poésie dans la tête. Et l'ami au costume d'ange pourrissant, j'ai cessé de le fréquenter au début de la trentaine parce que je sentais le besoin d'évoluer. D'ailleurs, je pense que pratiquement, en fait, toutes les relations ont une date de péremption. Soit parce que la vie nous amène ailleurs, soit parce que la mort s'empare de nous et elle nous amène dans une autre dimension. Il faut prendre pour acquis que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a, va nous être retiré, arraché complètement. Il ne restera plus rien. Il faut accepter la précarité. Il faut dire oui à cette précarité-là. Il faut la faire sienne. Il ne faut pas la craindre. Alors, il ne faut pas la craindre. Il faut être capable de l'absorber. Il faut être capable de la prendre tout entière, cette fragilité-là. Et garder les yeux ouverts sur cette espèce d'expérience incroyable qu'est l'existence sur Terre. Expérience cosmique, hein? N'oubliez pas, c'est une expérience cosmique, vive. En partie, c'est aussi une expérience terrestre, hein? Une expérience terrestre et cosmique qui se croisent. Alors, si on vit sur un plan horizontal, si on ne vit que sur un plan horizontal, la vie, elle est plate. Si on vit sur un plan uniquement vertical, on se retrouve sur un banc public ou à l'asile psychiatrique ou à la morgue. Alors, il faut trouver le moyen d'articuler et l'horizontal et le vertical. Alors, nous nous sommes perdus de vue. Nous avons cessé d'être amis, avons eu une rupture assez violente, parce que moi, personnellement, je sentais le besoin de changer. Je sentais cette amitié-là ne donnait plus de fruits, et pour lui et pour moi d'ailleurs. Et c'est moi qui a causé la rupture. Et je sais qu'il a été très en colère contre moi. Il m'en a beaucoup voulu, mais nous ne pouvions plus être amis. Cependant, il sera étonné si un jour il écoute cette vidéo-là, et c'est sûr qu'il ne pourra pas ne pas se reconnaître. Je lui conserve de l'affection. Oui. Je lui conserve de l'affection et de la sympathie, ouais. Et je sais qu'il ne l'a pas eu facile. Et l'autre ami qui était... lui, ça a été encore... ça a été encore plus dramatique, la suite de sa vie. Mais vraiment dramatique. Le vertical l'a traversé comme une épée. Peut-être à 23 minutes, est-ce que vous êtes encore en forme pour entendre Emmanuel Hoccard ou je vous réserve ça pour demain? Ouais, je pense que je vais vous garder ça pour demain. Alors, c'est quoi le titre de la vidéo aujourd'hui? Le libraire prie Notre-Dame. Jamais oublié que la ville est extrêmement difficile. Et dernière considération. Hein? Tenez. J'arrête ça là. Hier, je lisais dans la presse les pages économiques. Comment gérer ses REER, comment gérer sa maison. Et un des problèmes que nous avons, je pense, c'est l'embourgeoisement, le petit embourgeoisement qui a contaminé tous les esprits. Hein. Tout le monde pense à son fonds de pension, à sa retraite, à sa maison. Hein. C'est quoi les grands sujets là, de l'heure au Québec? C'est l'immobilier, les restaurants, les vacances et les téléséries. Alors, en dehors de ces 4 sujets-là, je pense qu'on n'a aucun autre centre d'intérêt. Et pourtant ça chauffe, là. Hein? Et là, je lisais ça, là, le type, il demandait s'il devait investir dans ses REER ou s'acheter une nouvelle maison, l'immobilier, est-ce que les rendements boursiers, patati patata. Et le journaliste, le chroniqueur, lui répondait à coups de statistiques. Je lisais ça, mais je disais, c'est démentiel. Et faire des plans sur la comète comme ça, c'est aussi insensé que de... Ah, ben voilà, là, il y a quelqu'un qui rentre. Bon, ben écoutez, là-dessus... je vous reviens avec Emmanuel Hoccard demain, le cours de Pise. Allez, portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures.